Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché du vendredi 25 mai 2018. Euh, Comme vous avez pu le lire, la thématique du jour, ça va être le prix de l'or. Le prix de l'or est donc évidemment le cours du pétrole. Comme vous avez pu le constater hier, on a eu l'or et toutes les valeurs refuges qui ont bondi suite à l'annonce que Donald Trump ait annulé le sommet avec Kim Jong-un le 12 juin prochain. Voilà, on a eu une appréciation des devises, des valeurs refuges comme l'or, le franc suisse et le yen qui ont nettement surperformé. On va voir ça dans un petit instant. Avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement. Les gars, excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Alors, le trading avec FLV, on fit toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, le briefing de l'actualité, il est plutôt court, mis à part ce que je viens de vous dire au niveau de la Corée du Nord. On a Donald Trump qui s'est exprimé un petit peu plus tard à la suite de cette annulation en indiquant que l'armée américaine était prête si nécessaire pour toute action, bien évidemment. Sinon, un peu plus tôt dans la journée, nous avions eu la BCE qui avait publié ses minutes et qui indiquait qu'il y avait que les risques pesant sur les perspectives de croissance restaient globalement équilibrés, que la récente dégradation des données macroéconomiques depuis en fait le début de l'année était due à des facteurs temporaires. Toutefois, le protectionnisme en visant les États-Unis, bien évidemment, eh bien, est devenu une source d'inquiétude et de risques possibles pour l'économie européenne. Donc voilà pour ce qui est de l'actualité, hein, pas grand chose d'autre. On n'a pas de nouvelles sur l'ALENA, pas vraiment, en tout cas pas de concrète. Sur l'Italie non plus. Pour ce qui est de l'Iran, on n'a pas d'avancée majeure, donc voilà. À part l'annulation du sommet, je dirais qu'il n'y a pas grand chose à retenir de la journée d'hier. On a eu des marchés actions donc forcément en baisse, hein, en retour, comme je vous l'ai dit, un petit peu d'aversion pour le risque. On a eu le Dixie qui a perdu du terrain, on a le Dow Jones, le S&P, les marchés vraiment qui ont clôturé dans le rouge, l'or qui a bondi de plus de 1%, il est repassé au-dessus des 1300 $, le rendement du T-Note qui perd 2 points de base, ce qui veut dire un marché obligataire qui s'apprécie. Ce matin, bon, ça s'inverse un petit peu, il y a quelques prises de bénéfices à la suite de ce rebond parce que ça y est, l'annonce elle a déjà été intégrée, c'est pas comme si c'était quelque chose de majeur, certes c'est quand même quelque chose d'important cette annulation du sommet, mais c'est pas pour autant que le marché va rentrer, va être dans une période d'aversion pour le risque pendant une semaine. Voilà, donc le yen qui perd 0,02%, donc globalement à l'équilibre. Le gold qui en perd 0,15, le Nikkei qui prend 0,06 grâce à la baisse du yen, et le Hang Seng qui perd 0,57. Les marchés actions européens qui ouvrent dans le vert ce matin, avec des gaps haussiers qu'on va voir dans un petit instant. Alors bien le bonjour à vous Ramzi, Didier que je salue également, Raymond bien le bonjour à vous, Gilles que je salue, son image ok 5 sur 5, et bien écoutez c'est parfait Gilles, merci pour cette confirmation. Catherine, bien le bonjour. USHF 4 heures divergence. D'accord, à suivre, je vais voir ça dans un petit instant. Bonjour Aurélien, bonjour Frédéric, bonjour François, bonjour Mohamed. Voilà. Bonjour à vous tous pour ce dernier webinaire, mon dernier webinaire de la semaine, parce que vous retrouverez Nizar, Yoav Nizar à 10h30. Alors au niveau du calendrier économique, comme constaté, il y a l'enquête IFO qui est attendue à 10h, 10h ce matin. Ensuite, nous aurons le PIB britannique. Ça sera l'annonce majeure de la journée, ce sera le focus du marché. Attendu à 10h30, PIB annuel, 1,2%. Donc 1,2%, c'est un plus bas depuis 2012, il me semble, étant donné que l'année dernière, enfin la précédente trimestre, c'était 1,4. Donc voilà, ici sinon, comme d'habitude, l'indice de confiance du Michigan. Voilà donc pour ce qui est du calendrier économique, donc plutôt une journée light, ça va se concentrer plutôt vers 10h, 10h30 avec l'enquête IFO puis le PIB britannique. Le restant de la journée, ça va être un petit peu volatile, mais sinon,
Bon, à part si on a des nouvelles annonces venant de Donald Trump, dans le cas contraire, on ne devrait pas avoir de mouvements très très importants. Alors, on commence par les matières premières avec le dollar. Le dollar, comme vous pouvez constater, moi je trouve que sa configuration actuelle ressemble grandement à celle qui était en amont de la hausse des taux du mois de décembre, donc en novembre dernier. Regardez, on a 7 épaules, 7 têtes, 7 épaules qui a été confirmée une dizaine de jours après la hausse des taux du mois de décembre. Et bien là, globalement, j'ai l'impression, c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression que le marché semble être en train de faire de la même. Pour voilà être un petit peu plus convaincu, il faudrait que le cours revienne sur sa ligne de coup à 92 et rebondisse dessus. Dans ce cas-là, voilà, on pourrait dire que ce serait un peu une épaule et une tête. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue technique, ça ressemble grandement, avec un RSI, comme vous pouvez voir, qui est supporté par une oblique, qui commence à diverger. Donc voilà, techniquement, il y a beaucoup de ressemblances. Fondamentalement, on est quand même dans des attentes de la part du marché, globalement les mêmes, également similaires. Euh, L'année dernière, en novembre-décembre de l'année dernière, ce qu'attendait le marché, c'était pas la hausse des taux. La hausse des taux a été intégrée au prix. C'était depuis septembre que la hausse des taux avait été pricée. Ce qu'attendait le marché, c'est de savoir s'il y allait avoir 3 ou 4 hausses des taux en 2018. Les projections du FOMC ont projeté 3 hausses des taux. Et donc c'était la déception, parce que 3 hausses des taux, c'était intégré au prix. C'était le scénario classique. Donc, déception de la part des investisseurs. Au mois de mars, c'était différent. C'était différent parce que c'était la première décision des taux de Jérôme Powell, donc le marché ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais là, en juin, donc on aura la hausse des taux qui a déjà été intégrée au prix, mais la question qui revient en premier plan, c'est est-ce qu'il y aura 3 ou 4 hausses des taux cette année, étant donné qu'on a eu depuis le mois de mars dernier une accélération quand même importante de l'inflation. Voilà, donc puisqu'on a eu quand même un indice PCE qui a bondi de 1,6 à 1,9%, ce scénario, cette problématique, 3 ou 4 hausses des taux, est revenu au premier plan, et je pense que c'est cette question que le marché sera comment dire focalisé, et non pas si c'est s'il y a une hausse des taux. La hausse des taux, on sait qu'il y en aura une. Voilà, donc pour le Dixie, donc personnellement, moi j'ai plutôt un opinion baissier. Voilà, j'ai une opinion pardon baissière sur le Dixie à moyen long terme. Je pense que le dollar a fait probablement l'un de ses points les plus hauts. Alors, il va sans doute consolider vers ses plus hauts, vers ses récents sommets d'ici la hausse des taux, comme vous pouvez le constater ici. On avait une consolidation environ 3 semaines auparavant, puis la hausse des taux. Et là, bien, je pense que ça va être un petit globalement pareil. Donc consolidation en amont de la hausse des taux. Et ensuite une baisse. Donc, si on a le dollar qui est, consolide à ses sommets, on va voir l'or qui va rester sous pression, mais à la suite de la hausse des taux, à la suite du 13 juin, eh bien, si le dollar baisse, ça devrait provoquer une hausse de l'or. Regardez la dernière hausse des taux de l'or, de la Fed, c'était ici, pardon, c'était le 13 décembre. Et en l'espace de, allez, un peu plus d'un mois, on a une hausse de près de 9% de l'or. Donc depuis les prix actuels, depuis les 1300, parce qu'à mon avis le prix de l'or va consolider entre les 1310 et cette oblique d'ici le 13 juin, donc on va dire 1300, 9%, vous voyez ça fait beaucoup plus haut que les 1350 $. Donc moi personnellement, j'envisage qu'avant l'été prochain, enfin qu'avant le mois de juillet en fait, l'or revienne chercher les 1350, les sommets de l'année, voire même 1360, 1370. Voilà, après c'est purement spéculatif, parce que si alors oui, j'ai la voix enrhumée, edgy. Voilà, j'essaye de faire un effort pour pas que ça s'entende. Excusez-moi, mais voilà, je ne peux pas faire mieux. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un trade purement spéculatif parce que si on a la Fed qui finalement projette 4 hausses des taux pour cette année, eh bien,
puisque ce scénario n'a pas été intégré totalement au marché, il y aura encore une marge de progression pour le dollar et donc une marge de baisse pour l'or. Si on a 4 Rosetto qui est annoncé le 13 juin prochain, enfin 4 Rosetto pour cette année, eh bien l'or devrait globalement s'enfoncer sous les 1290 et même venir à 1250 probablement. Donc voilà, ce trade, on va dire, est purement spéculatif et repose sur ce scénario que la Fed va réitérer son scénario de 3 hausses des taux pour l'année 2018 le 13 juin prochain. Voilà, alors, si vous voulez bien m'excuser une petite minute, je reviens dans un tout petit instant. Voilà, veuillez m'excuser pour cette petite absence. Euh, je pense que ça ne nous intéresse pas, mais je suis allé prendre un paquet de mouchoirs. Voilà, comme ça, j'essaierai d'avoir une voix plus compréhensible. Même si a priori on me comprend bien. Mais écoutez, c'est parfait, Gilles. Merci, merci pour cette information qui me rassure. Voilà, donc personnellement, l'or, j'ai une perspective haussière jusqu'à cet été. Je le vois bien revenir à 1350, 1360 dollars. En plus de cela, vu les perspectives géopolitiques, l'Iran, la Corée du Nord, rien n'est encore conclu. On va dire que il n'y a pas d'apaisement sur le plan géopolitique. La Syrie, apparemment, s'est mis de second plan, mais qui dit que cet été, vous voyez, il y a encore un dérapage. Voilà. Sur le plan géopolitique, il y a il y a des sources. Je ne dis pas qu'il y en aura, mais en tout cas, il y a des sources qu'on peut pointer aujourd'hui du doigt, enfin qu'on peut, oui, qu'on peut repérer. Alors, ça se trouve, c'est possible que ça, tous les catalyseurs, toutes les tensions géopolitiques actuelles s'améliorent, ce qui serait une bonne chose. Mais voilà, vu le nombre d'incertitudes, il y a, ça quand même, ça renforce les perspectives haussières sur l'or. Parce que plus il y a d'incertitudes sur tensions politiques sur le plan international, et plus l'or va être soutenu. Voilà. Si vous voulez toutes ces explications, je l'ai mis dans mon article hier, hein, le cours de l'or pourrait revenir à 1350 dollars avant cet été. Donc voilà, toute mon explication que je vous ai donnée, vous pouvez la retrouver ici. Si vous n'avez pas tout entendu ou si ça n'a pas été compréhensible avec ma voix, voilà, c'est disponible dans cet article que je vous envoie dans un, eh bien écoutez tout de suite. Et ensuite on va pouvoir passer à la suite. Voilà, donc on va parler du forex, et on va commencer rapidement par ouvrir la page des tendances du forex. Donc on va voir que le dollar c'est le plus fort. Toutes les autres devises sont baissières face au dollar ce matin. Donc on a un dollar qui est bullish. À noter toutefois que les devises qui sous-performent le moins sont le franc suisse et le yen, donc les devises refuges. Et à l'inverse, CAD, euro, GBP sont les devises qui sont les plus pénalisées. Pourquoi le CAD a du mal en ce moment? Simplement parce que voilà, on a la deadline, la première deadline des renégociations de l'ANA qui était le 17 mai, donc la semaine dernière. Eh bien, il n'y avait pas eu d'aboutissement. En plus, le fait que Donald Trump ait annoncé avant-hier qu'il allait peut-être mettre des taxes de 25% sur les voitures importées. Donc il y a une enquête qui est en cours pour déterminer si cela doit être le cas. Mais concrètement, comme je vous l'ai dit hier, c'est la façon dont a annoncé et dont mettent
voilà, la façon dont met en place Donald Trump ces taxes sur les voitures, c'est le même process que pour les taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Voilà, c'est exactement le même processus. Enquête, enfin déjà l'annonce d'une possible taxe, l'enquête, et ensuite 3 semaines, un mois après, la décision. Donc là, je ne sais pas si ça va être dans 3 semaines ou un mois, mais ça va être dans ce délai-là. Enfin, en tout cas, ça devrait l'être. Euh, donc forcément, étant donné que qu'est-ce qui exporte le plus le Canada et le Mexique vers les États-Unis, c'est les voitures. Voilà. Donc si on a des taxes sur les voitures, ce sera pas une bonne chose pour le Canada et le Mexique. Bon, a priori, ils ne devraient pas en avoir, ils ne devraient pas posséder des taxes, étant donné qu'ils sont dans un traité de libre-échange. Voilà, maintenant on ne sait jamais, on ne sait jamais, et de toute façon, le fait d'indiquer cela met une pression supplémentaire sur les négociations de l'ALENA. Voilà, ça ne donne pas enfin, une bonne perspective pour les investisseurs, pour les spéculateurs. Donc c'est pour ça que le CAD, le peso mexicain, et bien si on le regarde, sont en forte baisse, enfin du coup ils sont en forte hausse USD, MXN, etc. Euh, alors USD, MXN en baisse pardon depuis le début de la semaine. Alors ce psychologique, bon, ça doit être l'exception finalement, mais l'USD-CAD, vous pouvez voir que depuis cette annonce, hein, l'annonce était mercredi, il me semble, ou c'était mercredi l'annonce sur les taxes de voiture, et bien le CAD est en baisse, l'USD-CAD est en hausse. Donc l'USD MXN, je ne sais pas pourquoi il est du coup le peso mexicain s'apprécie. Faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas une paire que je surveille. Je sais qu'il y a des élections mexicaines qui auront lieu le 1er juillet. Donc peut-être que il y a eu quelque chose sur le plan politique domestique au Mexique cette semaine. Voilà, je me suis pas renseigné du tout. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a eu de la volatilité le mercredi. L'USD MXN, on a eu une belle hausse et ensuite une baisse. Bref, on a le CAD qui sous-performe, et si on regarde notre CAD index, eh bien il commence à émettre des signaux baissiers. Déjà, on a cette oblique, donc le cours rejeté, divergence, prix qui clôture sous sa moyenne mobile à 20 jours, et ce matin, le RSI qui dépasse 50. On n'a pas la clôture encore. Donc normalement, ce soir, on devrait avoir des confirmations. On devrait avoir des confirmations. Et donc c'est possible, je pense, que à la clôture ce soir, on ait les signaux baissiers. Donc si le RSI en fait clôture sous 50, nous aurons, enfin personnellement j'aurai tous les signaux baissiers pour passer à la vente sur le CAD, malgré le fait que l'ALENA est toujours en cours de renégociation et que d'un jour à l'autre, on peut avoir le traité de l'ALENA qui trouve qui est conclu, qui est renégocié. Donc voilà, ça sera encore une fois un trade spéculatif, mais de toute façon on est là pour ça. Vendredi, donc ce soir, on aura la clôture journalière mais également hebdomadaire. C'est surtout la clôture journalière qui m'intéresse parce que si on a le RSI journalier qui clôture sous 50, on aura le prix qui aura clôturé sur la moyenne mobile à 20 jours, la divergence et le RSI sous 50. Donc ça pourrait être une devise à shorter face à deux devises qui m'intéressent en ce moment, c'est le yen, il y a des bons rebonds du yen, et le franc. Le franc a beaucoup de volatilité, malheureusement pour nos scénarios, eh bien, on a une hausse pendant la séance européenne et à la fin de la clôture, enfin après la clôture de la séance européenne, finalement Wall Street vend du franc. Et en fait, du coup, on a des petits chandeliers haussiers. Alors que en intraday, on a vraiment une grande volatilité, une grande hausse intraday du franc pendant la séance européenne. Voilà, mais bon, c'est une mauvaise chose pour notre scénario, mais notre scénario est toujours valide et il est toujours, bon. On va dire, on est dans le bon sens de la tendance. Il n'y a pas de retracement, donc vous voyez quand même le franc suisse évolue progressivement, de façon linéaire, donc c'est bien parce que dès qu'il y a des pullbacks, ça pose des incertitudes sur des stratégies. Hein, donc là, on n'a pas de pullback, qui est une bonne chose pour notre stratégie, ça donne plus de confiance. Et voilà, pour le moment, on n'a pas de signaux baissiers sur le franc suisse index. Personnellement, j'ai une conviction haussière jusqu'à que le franc revienne dans cette zone de prix. Dès qu'il arrivera dans cette zone de prix, j'estimerai que la probabilité de baisse sera importante. Ça ne veut pas dire qu'il faudra directement shorter le franc, mais c'est une zone où il faudra surveiller à prendre des bénéfices. Tant qu'on n'a pas atteint cette zone,
Voilà, le franc de toute façon devrait continuer à une perspective haussière importante. Tout comme le yen. Le yen teste cette oblique. S'il casse cette oblique, ça sera un signal bullish jusqu'au sommet de l'année. Voilà, donc si on a le cas ce soir qui a un RSI journalier qui clôture sous 50, lundi, on pourra clairement le vendre, ce CAD, face au yen ou au franc. Le franc, déjà le CAD CHF, on en avait déjà parlé il y a quelques séances, et voilà, il y a déjà une stratégie baissière depuis le 16 mai, en direction des 0,75 à peu près. En fait, plutôt entre cette zone, c'est entre 38 et 50%. Mais je pense qu'il va clairement venir chercher 0,75. Voilà, donc baissier sur le 4 CHF. L'USD-CHF, pareil, forte conviction baissière, et en fait, en y réfléchissant bien, vu que, voilà, personnellement, le dollar, je le vois plutôt neutre jusqu'au 13 juin, et ensuite baissier, alors que le franc, je le vois haussier, eh bien, finalement, l'USD-CHF, je pense qu'il peut s'enfoncer beaucoup plus bas que les 0,9850. Je pense en fait, l'USD-CHF pourrait venir chercher 0,95 cet été. Voilà, progressivement, il pourrait venir chercher cette zone de prix. Ma plus forte conviction, c'est quand même sur l'USD Yen. L'USD Yen de vente, voilà. S'il y a une devise à acheter face au dollar sur un horizon de temps de 6 mois, par exemple, c'est le yen. Enfin, personnellement, c'est ma conviction. Ma conviction pour les 6 prochains mois, si je devais trader une paire majeure, c'est vente USD yen. Vente USD yen jusqu'à 105, voire même beaucoup plus bas. Alors, Didier qui nous dit, avec ce qui se passe en Italie, la balance commerciale italienne à 12 heures pourrait être intéressante. Oui, il y a un focus un peu plus, beaucoup plus important sur l'Italie en ce moment, c'est vrai. Maintenant, est-ce que la balance commerciale va être source de volatilité? Bien écoutez, je ne sais pas. Bon, je pense pas, mais bon, écoutez, c'est possible. Donc, à surveiller, en effet, à 12 heures, la balance commerciale italienne. Merci Didier pour cette information. Euh, voilà. Ah, je vois des messages euh, de motivation pour guérir ce rhume. Et bien écoutez, vous inquiétez pas, ce rhume sera guéri ce week-end et je reviendrai lundi en pleine forme. Voilà, USD4 peut-il donc atteindre les 1,30? Alors 1,30, je pense que c'est possible parce que finalement, même si le dollar US consolide jusqu'au 13 juin, on a la baisse du CAD qui va mécaniquement faire revenir le cours, enfin qui va mécaniquement faire relever le cours. Donc oui, les 1,30, pour moi, ça va être atteint d'ici une semaine. Maintenant, à terme, vu que enfin, ça va beaucoup dépendre des renégociations de la LENA, mais vu que le dollar, je vois en baisse à partir du 13 juin, je pense après le 13 juin, quand je dis en baisse, c'est vraiment, plus qu'en baisse, c'est sous-performer le Forex. Donc, 13 juin, l'USD CAD, même s'il y a des gros points d'interrogation sur la LENA, je pense que ça pourrait être une paire à shorter. Donc les 1,30, 1,31, voilà, 1,31, ça serait une zone de prix intéressante pour shorter l'USD CAD. Mais à court terme, oui, je suis haussier sur l'USD CAD, étant donné que le CAD a vraiment du mal à progresser, alors que l'USD consolide. NZD-USD, bon, pas grand chose d'intéressant cependant sur la NZD-USD. Vous voyez que bon, on a eu un bon petit rebond en fin de semaine dernière. Depuis, ça retrace parce que on a des nouvelles incertitudes sur les relations commerciales sino-américaines alors qu'elles s'étaient améliorées lundi. C'est pour ça que lundi on a eu une belle hausse. Et depuis lundi, enfin depuis mardi en fait, eh bien on a des gros points d'interrogation, ce qui fait pression directement sur la UD, mais également le NZD. AUD-NZD, c'est les deux devises les plus exposées aux relations US-Chine. Et c'est pour cela que la UD finalement, bien qu'on ait tous les signaux haussiers, eh bien, ne progresse pas. Voilà. La UD n'est pas haussier, alors que le RSI est quand même à un plus haut depuis le mois de février, le prix est au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, on a dépassé cette oblique,
voilà, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus pour que l'AUD progresse, enfin attendre de plus d'un point de vue technique, je dis bien, pour que l'AUD progresse. Voilà, moi je reste haussier sur l'AUD parce qu'on a les signaux techniques. Ça va prendre du temps parce que ça va dépendre, comme vous le savez, de l'évolution des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Et vu que ça est quand même un gros dossier comme l'ALENA, c'est pas comme si c'était, alors je dirais contre le Kazakhstan, hein, mais c'est pas comme si c'était des relations commerciales États-Unis, Kazakhstan. Vous voyez, États-Unis, Chine, on parle quand même des deux plus grosses puissances économiques du monde. Donc ça va prendre du temps à négocier un traité, un accord, en tout cas à trouver un accord, parce que chacun se défend ses propres intérêts. Et donc l'AUD sera au dépend, à mon avis, de l'évolution de ces discussions. Voilà, donc je suis aussi sur l'AUD. Ça fait quand même maintenant pas mal de temps, pas mal de semaines. Mais voilà, j'insiste sur le fait qu'il faudra être patient pour voir l'AUD progresser. Alors ça, quand je dis patient, ça peut être demain, par exemple. Demain, si on a finalement ce week-end euh, Donald Trump qui annonce avoir trouvé un accord, finalement, longtemps, ça ne sera pas le mot adapté. Mais c'est possible, qu'on puisse attendre encore plusieurs semaines, plusieurs mois, avant que l'AUD revienne à cette oblique. Voilà. On passe donc sur les indices. J'espère que le Forex, globalement, vous aurez compris mes tendances. Alors, l'euro, le GBP, j'ai pas regardé, pardon, mais je reste baissier, hein. L'euro, voilà. Euro, jusqu'à 16,50. Le GBP, jusqu'à 1,32. D'ici la Fed. Je dis bien d'ici la Fed. Donc, d'ici la Fed, l'euro-dollar reviendra chez les 1,16. Et le GBP USD, les 1,32. Voilà, c'est vraiment ma conviction d'ici la Fed. Alors, excusez-moi pour ce petit silence. L'Eurostox. Alors, on passe déjà au CAC. On va voir l'Eurostox parce que l'Eurostox c'est ni plus ni moins qu'un mix entre le CAC et le DAX, hein. Donc le CAC 40 rebondit ce matin, c'est normal, hein. C'est normal, c'est comme le yen qui retrace un petit peu ce matin, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'aviation pour risque, c'est simplement qu'il y a une petite prise de bénéfice. Voilà, on a eu une grosse hausse du yen hier, une grosse hausse du franc, une grosse hausse du gold, et à l'inverse une grosse baisse des marchés actions. Donc c'est tout à fait normal que on ait, comment dire, un petit rebond d'intraday. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'appétit pour le risque. Voilà, c'est un rachat de position, si vous voulez. Donc le CAC 5550, c'était le support hier. Il est même venu chercher, vous voyez, en intraday les 5320, donc très très bas. Je pense que dans le fond, hein, le CAC il va venir chercher les 5500 points parce que voilà, on a l'euro qui est toujours baissier, mais il arrive prendre un support. Je pense que momentum, le plus gros de la tendance baissière, a été réalisé sur l'euro et il va tendre vers les 1,1650, peut-être le dépasser légèrement d'ici la Fed. Donc d'ici la Fed, on ne devrait pas avoir de pression sur l'euro, enfin venant de l'euro, pardon. Le pétrole, il a fait son point haut, à mon avis. Pétrole Brent 80 dollars, brut, vous voyez qu'il est en baisse. Et on va dépasser pour la première fois depuis maintenant quelques semaines la moyenne mobile à 20 jours. Voilà, donc ce serait un premier signal baissier. Et le RSI, vous voyez qui qui a nettement diminué depuis le début de la semaine. Il était, vous voyez, presque en surachat en début de semaine. Il est près de 50 ce vendredi. Donc on a un ralentissement du momentum, une respiration tout simplement du marché, des prises de bénéfices, qui est tout à fait normal, étant donné qu'on a une hausse linéaire depuis le mois de février. Donc dès qu'il y aura une prise de bénéfices importante sur le brut, par exemple si le RSI du brut et du Brent passe sous 50, ça va déjà provoquer une baisse sur les marchés actions européens. En plus de cela, après le 13 juin, dès que l'euro va remonter parce que le dollar va baisser,
enfin ça c'est ma conviction comme vous le savez, eh bien ça fait faire une pression supplémentaire. Donc disons que ma perspective pour le mois de juin, elle est plutôt négative, voire même très négative. Une baisse, vous voyez, un repli jusqu'à 5400 points me semble tout à fait possible pour ce mois de juin. Ce qui veut dire une baisse, vous voyez, de 4-5%. Voilà, une baisse de 4-5% me semble encore envisageable. D'ailleurs, une position short, 75 points de risque pour 200 pips, 200 points, 210 même de gain, ça fait un ratio sûrement de 3. Je pense que cette stratégie vaut le coup d'être tentée. Didier qui nous dit le pétrole devrait se stabiliser avec les annonces de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Exactement, exactement. Le prochain meeting de l'OPEP, c'est le 21 juin, il me semble, dans lequel, eh bien, l'OPEP+, qui regroupe l'OPEP et d'autres pays membres, enfin d'autres pays qui se sont alliés à l'OPEP, qui participent au gel de la production, notamment la Russie. Donc l'OPEP+ se réunira le 21 juin à Vienne pour discuter de la future collaboration de ces partenaires, parce que voilà, la Russie a même indiqué qu'elle serait prête à continuer à collaborer avec l'OPEP. Donc voilà, c'est ces informations-là le 21 juin. Donc vous voyez qu'il y a quand même 13 juin la Fed. Donc d'ici le 13 juin, le dollar devrait rester assez plus haut et donc l'euro assez plus bas, vers les 1,16 à peu près. Le pétrole, on n'a plus vraiment de catalyseur qui vient alimenter, à part si demain on a l'UE qui se retire ou l'Iran qui se retire de l'accord sur le nucléaire de 2015. Dans ce cas-là, on aura des nouvelles incertitudes sur les exportations iraniennes et donc un marché qui va acheter du pétrole. Mais dans le cas contraire, je vois peu de catalyseurs qui pourraient provoquer un nouveau bull market, une nouvelle impulsion sur le pétrole. Donc mon opinion, je trouve que le risque baissier est beaucoup plus important, domine dorénavant le cours du pétrole. Donc pour le mois de juin, baisse du pétrole, hausse de l'euro à partir de la mi-juin, et donc on devrait voir des indices européens en particulier vraiment baisser. Voilà, donc j'ai plutôt une perspective baissière sur les indices européens pour le mois de juin. Donc je pense qu'on peut envisager une correction de 50% de l'impulsion de la précédente tendance haussière, la précédente impulsion haussière. Donc vous voyez sur le CAC, comme je vous l'ai dit, c'est un retour légèrement en dessous des 5400. Le DAX, c'est un retour en partant du principe que le DAX a fait son plus haut. Eh bien, c'est un retour vers les 12 500 points. Donc ça fait quand même une baisse encore de 4%, un peu moins de 4%, 3,50%. Le MIB, bon, c'est différent, on va pas en parler parce que voilà, je pense qu'il est compliqué à trader étant donné que déjà il a corrigé totalement, presque totalement son impulsion, donc voilà, c'est un cas particulier. Mais l'IBEX, vous voyez, 50%, ça fait un retour à 9008. Par contre, d'aller sur ce psychologique, c'est pas forcément les meilleures choses à faire. L'Eurostoxx, tac. Vous voyez, 3400, ça me semble clairement possible. Retour à 3400 points. Voilà, je pense que les deux indices européens les plus exploitables à la vente, c'est l'Eurostoxx ou le CAC. Alors ne shortez pas les deux, parce que finalement, dans l'Eurostoxx, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez 36% de valeurs qui sont cotées dans le CAC. Donc en fait, ça revient un petit peu à prendre deux positions sur le CAC ou deux positions sur l'Eurostoxx. Voilà, donc choisissez l'un ou l'autre. Si vous voulez être un petit peu plus exposé au risque italien, choisissez l'Eurostoxx. Et à l'inverse, si vous voulez être un petit peu plus exposé au pétrole, c'est le CAC 40. Voilà, donc c'est à vous de voir, mais en tout cas, peu importe l'indice, je pense qu'on peut s'attendre à ce que chaque indice européen corrige à peu près 50%, 38 à 50% sa tendance haussière, sa précédente tendance haussière pendant le mois de juin. Donc voilà pour les indices européens et en intraday, donc intraday, vous voyez qu'il y a peu de catalyseurs à part l'enquête IFO, qui est publié à 10h. Par l'enquête IFO, il y a aucun catalyseur sur la zone euro. Donc ça devrait rester peu volatile
tac. Nous sommes au mois de mai. 1, 2, 3, 4. Non, donc il n'y a pas de 3 sorcières ou 4 sorcières. Donc voilà, peu de volatilité attendue. À part si on a bien évidemment une annonce de la part des États-Unis. Enfin voilà, une annonce concernant la Corée du Nord, l'Iran, l'Italie, peu importe. Mais dans le cas contraire, d'un point de vue purement macroéconomique, à part l'enquête IFO, il n'y a aucun catalyseur qui viendrait menacer les indices ce matin et aujourd'hui. Donc voilà, je pense que la volatilité devrait rester assez faible. Un CAC entre son plus haut de la veille, donc aux alentours des 5600, ça se short en intraday, et la moyenne mobile à 20 jours, donc à 5554, se paye. Donc le CAC devrait, je pense, ranger dans une fourchette de 45 points, entre 5006 et 5554. Voilà donc pour mon analyse sur les marchés. Je regarde s'il y a des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, USD-CHF, pardon, 4 heures divergence. J'ai pas regardé cette divergence, excusez-moi. En tout cas, je suis baissier. Alors, divergence, donc je pense qu'il y a une divergence haussière. Si vous le dites. En effet, divergence haussière. Bon, est-ce que ça va de là menacer ce trade? Non, pas du tout. Ça va être une divergence qui va probablement provoquer un retour à 0,9950, donc une trentaine de pips plus haut. Maintenant, ça, c'est pas une divergence 4 heures qui va prendre la main. En tout cas, je pense, il y a peu de chances qu'ils prennent la main sur une divergence journalière, alors que le RSI était suracheté, que le prix était à la parité. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Donc on va probablement avoir un rebond, ce qui est cohérent parce que le RSI test 50. Et vous savez que lorsque le RSI test 50, on a généralement la réaction de la part du marché. Donc on a parfois un rebond du prix lorsque le RSI touche 50. Maintenant, de là à dire qu'on va avoir un rebond jusqu'à la parité, ça me semble peu probable. Voilà. Donc je reste clairement baissier sur l'USD CHF avec une perspective baissière sur du moyen terme à 0,95. Voilà, moyen terme, c'est un peu subjectif, mais disons, pour la fin de l'été, 0,95 me semble amplement, enfin en fin de l'été, voilà, août, septembre, ça me semble possible que l'USD-CHF revienne à 0,95 et l'USD Yen à 105. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce graphique. On va regarder toutes les paires majeures face au dollar depuis le début de l'année. On avait, je vous rappelle, au premier trimestre, le yen qui était la devise la plus haussière. Au début du second trimestre, on avait la livre sterling, mais vu la baisse de la livre sterling, ce n'est plus le cas. Donc j'ai un doute, mais je pense, de tête, comme ça, je dirais que c'est le yen qui est la devise qui s'est appréciée le plus depuis le début de l'année. En fait, il n'y a pas besoin parce que on a cet outil dorénavant, et en allant dans performance, et on regarde depuis début de l'année. Voilà, donc Bitcoin, non, c'est pas important. L'euro, plus 4%, 4,29. Ah, year to date, pardon. Là, j'étais sur un an glissant. Donc, year to date. AUD, moins 3%. Donc, la devise qui s'est la plus dépréciée, c'est la UD. USD Yen, moins 2,83. Donc, c'est-à-dire que le Yen a pris 2,83. Voilà, donc, les deux devises qui se sont les plus appréciées depuis le début de l'année, c'est le Yen et le dollar. Regardez. USD Yen. USD Yen, pardon, c'est JPYUSD. JPYUSD, et on compare face euro-dollar, GBP-USD, AUD-USD, CAD-USD, NZD-USD, CHF-USD. Voilà. Donc là, on a toutes les paires. Toutes les devises majeures face au dollar. Donc bleu l'euro, rouge la livre sterling, l'AUD en bleu marine gris. Le CAD, on va le mettre en marron parce qu'il est corrélé un peu au pétrole, enfin influencé par le pétrole. Le kiwi, le NZD, nous le mettons en violet. Et le franc suisse, on va le mettre en gris. Voilà. Et donc,
Depuis le début de l'année, la devise qui s'est la plus appréciée, c'est le yen. Vous voyez que pendant une petite période de temps, ici, on a eu le GBP, mais sinon, concrètement, c'est le yen qui domine. Et tous les autres devises, finalement, sont en baisse. Vous voyez, moins le seuil des 0%, c'est ici. Voilà, c'est là. C'est ce seuil. Donc finalement, tous les devises, tous les paires majeures sont en baisse. Enfin, toutes les devises majeures baissent face au dollar depuis le début de l'année. Mis à part le yen. Et la devise qui sous-performe clairement, vous voyez que c'est le CAD. Vous voyez que le CAD, c'était la devise qui a sous-performé dans le cadre des renégociations de l'AENA. Et la UD, parce que, voilà, exposé aux tensions commerciales. Voilà, donc AUD CAD, à short, enfin, en tout cas pour le moment, les tendances sont clairement baissières pour ces deux paires, avec dorénavant une convergence avec toutes les autres, euro, vous voyez, euro, franc, le franc qui rebondit, pardon, depuis quand même quelques temps. Si on se met sur 3 mois, vous voyez que le CAD quand même a quand même bien résisté ces 3 derniers mois. Par contre, on a le yen, ouais, qui redevient la devise la plus haussière depuis 3 mois, à part, enfin, en premier, il y a le dollar, parce que tous les devises sont en baisse sur 3 mois face au dollar. Vous voyez, -2, -3%, -4, -5. Donc sur 3 mois glissant, le dollar, c'est la devise qui s'est la plus appréciée. Mais depuis le début de l'année, voilà, c'est le yen. C'est le yen. Et puisque je pense que le dollar fait son point haut, eh bien le yen, ça, c'est une devise qui m'intéresse particulièrement. Voilà. Et sur un mois, qu'est-ce que nous avons? Un mois, regardez, francs et yen, les plus haussières. Et à l'inverse, GBP euro, c'est les devises qu'on short le plus depuis quelques semaines, hein, dans mon webinaire. Et voilà, c'est les deux devises qui sont les plus baissières, parce que c'est ceux qui souffrent le plus de la hausse du dollar. Le yen le yen est toujours considéré comme une valeur refuge? Oui, le yen est considéré comme une valeur refuge. Pourquoi le yen est considéré comme une valeur refuge alors que ce pays est l'un des plus endettés au monde, avec plus de 200% du PIB, enfin, endetté à l'auteur de plus de 200% de son PIB. Tout simplement parce que, faut savoir que la majorité de la dette japonaise est détenue par les Japonais. Et donc, il y a très peu de chances qu'il y ait un défaut de paiement. Ou que, finalement, les créanciers demandent, exigent de la part du pays. Parce que voilà, c'est leur pays. Donc, voilà, dès qu'on a une dette qui est tenue majoritairement par la population locale, eh bien on a un risque de défaut qui, pour les pays développés bien évidemment, qui est moins important, malgré le fait que le Japon soit l'un des pays qui est le plus endetté. Regardez un petit graphique que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, on prend un peu de temps, nous parlons un petit peu, voilà, un peu de tout, mais bon, c'est intéressant. On s'éloigne un petit peu de l'analyse technique, mais voilà. Ici, nous avons quoi? Nous avons la liste, donc G20, on va mettre, voilà, G20, liste des pays les plus endettés par rapport au PIB. 253% l'Italie, le Japon. 253%. 131 pour l'Italie, les États-Unis 105, l'Espagne, la France. Et inverse, le pays le moins, alors Russie, bon, Turquie, Indonésie, Suisse, voilà, Suisse 30% seulement, l'Allemagne qui est à 64. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut voir, alors ce serait intéressant de savoir, ce serait intéressant d'avoir qui, comment dire, détient la dette japonaise. Foreign Bond Investment. Alors on n'a pas en pourcentage, c'est dommage. Euh, non, nous n'avons rien.
J'essaierai de chercher ces chiffres, mais voilà, faut savoir que de toute façon, la dette du Japon est tenue majoritairement par les Japonais. Donc il y a un risque de défaut finalement qui est plutôt faible, même si le Japon est l'un des pays les plus endettés au monde par rapport à son PIB, bien évidemment. Pour la dette italienne, c'est pareil que le Japon est détenu majoritairement par les Italiens eux-mêmes, et en deuxième, la BCE a le plus de dettes italiennes. Alors oui, et la France, il me semble également, j'ai tweeté un graphique là-dessus il y a pas longtemps. Tac. Enfin, là, il y a pas longtemps, c'était la semaine dernière. Hein. Euh, voilà, c'est ce graphique. Regardez, c'est les créanciers, tout simplement, de la zone euro. L'Italie, qui détient la dette italienne, 4,8% l'Allemagne, 7,4% la France, l'Australie, etc. Donc 26% des pays membres de la zone euro détiennent la dette. On a 5% non EA investor. Alors, pardon. On a 68% de résidents. 68% enfin, la dette italienne est détenue par 68% par les Italiens eux-mêmes. Et 50% par la zone euro. Il faut savoir que la BCE ne peut pas acheter plus de 33% des obligations souveraines de chaque État de la zone euro. Donc avec son QE par exemple, la BCE ne peut pas détenir plus de 33% de la dette française ou italienne ou peu importe. Voilà, c'est dans les règles de la Constitution européenne, il me semble. Enfin bref, dans le règlement, ouais, c'est quelque chose qui est inchangeable en tout cas pour le moment. Et voilà, écoutez, nous avons fait le tour. Moi, je n'ai plus rien à rajouter hein, d'un point de vue des marchés. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Alors le CAD Yen est en baisse. Oui, le CAD Yen est en baisse, est amené à être en baisse sur du moyen long terme, tout comme le CAD CHF l'est. Donc voilà, CAD Yen, oui, je fais un petit tour rapide. CAD Yen, retour à 82 sur du moyen terme. Voilà, maintenant je pense que au lieu de shorter le CAD, honnêtement, le plus intéressant, je trouve personnellement, c'est l'USD Yen. Hein. Le CAD, on peut le shorter à court terme. On peut le shorter à court terme parce qu'on commence à voir les signaux techniques. Alors le mieux c'est d'attendre, pour faire vraiment proprement, c'est d'attendre lundi, enfin la clôture ce soir. Et donc de trader lundi. Parce que je vous rappelle qu'on attend que le CAD Index franchisse son RSI franchisse 50. Et pour le moment, vous voyez qu'il le teste toujours. Et on sait que à 50, il y a des probabilités quand même plus élevées que la normale pour que le cours rebondisse. Donc voilà. Faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, comme on dit. Et c'est pas parce que le prix casse la moyenne mobile à 20 jours qu'il faut directement shorter. Moi, j'aime bien attendre une convergence des signaux entre le prix et le momentum. Pour le moment, le momentum n'a pas émis les signaux bearish que j'attends pour shorter. Donc le CAD, je ne touche pas. Lundi matin, probablement, si le RSI clôture sous 50. Et dans le cas où il clôture pas sous 50, je resterai neutre. Voilà. Et puisque le CAD, c'est plutôt un short de court terme et le yen, un achat de moyen long terme, finalement, si on veut shorter le CAD, je trouve que le mieux, c'est de le faire face au franc suisse. Par contre, si vous voulez acheter le yen, le mieux, c'est de le faire face au dollar. Parce que le dollar, il est amené à baisser à partir du 13 juin, d'après voilà mon analyse. Voilà pour ce live, comme nous dirait Gilles. Merci pour votre attention. J'ai des messages pour... vous inquiétez pas, je prendrai soin de moi ce week-end, je me soignerai. Je reviendrai lundi en pleine forme. Mardi, étant donné que lundi, je ne travaille pas. C'est un jour férié au Royaume-Uni, donc je ne travaillerai pas lundi. Je vous retrouverai donc mardi. Donc voilà, pour ceux qui n'attendront pas, si vous avez le CAD Index, surveillez-le lundi matin, parce que si le RSI finalement ce soir clôture sous 50, lundi matin, c'est possible de rentrer à la vente. Voilà, sans mon webinaire, vous n'avez pas besoin d'attendre mon webinaire. Donc si le CAD Index clôture, si le RSI du CAD Index clôture sous 50, le RSI journalier, eh bien lundi matin, vous pouvez, je pense,
En tout cas, il y aura les signaux nécessaires pour passer à la vente. Donc voilà. Mais dans tous les cas, nous verrons ça donc mardi. Mardi, mon prochain point de marché. Excellente journée à vous, excellent week-end, et du coup, je vous dis à mardi pour mon prochain webinaire.